Quelle analyse faites-vous du putsch mené par Brice Clotaire-Oligui le 30 août 2023 et que pensez-vous de la transition qu'il mène depuis? Je n'ai pas été surpris par le putsch, mais je n'aurais pas juré ma vie ou autre pour dire que ça serait Brice. Pas Brice. Brice était, comment vous dire, le petit frère d'Ali dans la cosmogonie du milieu bantou auquel ils appartenaient. Et le coup est venu de lui. Mais je savais que ce régime despotique d'Ali, diminué bien entendu, et mené par sa femme et son fils, ne pouvait pas durer. Je le savais. Ça m'a surpris que ce soit Brice. Mais j'ai une chose à vous dire. Quelque temps avant le putsch, je reçois d'un ami gabonais, proche du milieu de la présidence, une photo où l'on voit le couple présidentiel le jour de l'indépendance sur le tapis rouge, avançant, et à côté, Brice Oligui Nguema, 2 étoiles, patron de la garde présidentielle. Que faisait-il? Il portait le sac de madame. Mais la photo, je peux vous l'envoyer dès ce soir. Hallucinant. Je vais voir Nicolas. Je lui dis, Nicolas, il va se passer quelque chose au Gabon. Il me dit, tu crois? Et je lui montre la photo. Le président Sarkozy fait ça. Il me dit, mon Dieu, mon Dieu. Mais j'ai une chose à vous dire. Ce putsch est le bienvenu. Tous les Gabonais l'ont réclamé. Tout le monde l'a réclamé. Et ma foi, je trouve que son parcours, jusqu'à maintenant, est bon. Y aura-t-il une élection présidentielle? C'est ce que l'on dit. Mais j'ai un vœu à formuler, puisque vous me posez la question. Je souhaiterais qu'il soit candidat à cette présidentielle, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps. Vous avez été proche de Wade, père et fils, puis de Macky Sall. Comment avez-vous vécu la victoire, dès le premier tour, de Bassirou Diomaye Faye lors de la dernière présidentielle? Au mois de juin 2023, comme vous le savez, je l'ai assez dit, Macky Sall me fait venir au palais. Il me dit, je vais te dire ce que seule ma famille sait. Je lui dis, quoi, Macky? Il me dit, je ne serai pas candidat à un 3e mandat. Je ne vois pas pourquoi d'autres chefs d'État sont candidats. Il me dit, non, je vais laisser la place aux jeunes. J'ai assez travaillé. Il est temps que je voyage. Le lendemain, je l'avais dit à Nicolas. Et Nicolas Sarkozy a dit, effectivement, il a raison de s'en aller. Les raisons sont valables, louables. Ensuite, s'est posé la question du candidat. Je lui ai dit, tu sais, tu n'as pas un grand monde pour être le candidat. Ça doit être Amadouba. D'autres personnes, sans doute autour de lui ont conseillé le même choix. Nombreux étaient ceux qui voulaient la défaite d'Amadouba. La défaite. Et je le sais. Je l'ai dit à Macky. Je lui ai dit, Macky, vous allez droit au désastre. Il me dit non. Je lui ai dit non. Il faudrait que tu mettes en garde les gens, parce que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis tous. Les semaines passent, je voyais que Amadouba avait du mal à convaincre l'entourage présidentiel. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Et en quelques semaines, Macky Sall a pris la décision, souverainement, de décrisper, je dis bien décrisper, l'ambiance, la situation au Sénégal. Les gens l'ont considéré comme une trahison. Le coup de poignard porté à Amadouba. Non. Le président était habité par la volonté de resserrer le tissu social au Sénégal. Et il avait décidé de libérer Ousmane et Diomaye. Et c'est ce qui a été fait. Et la victoire ne m'a absolument pas étonné. Mali, Burkina, Niger, Gabon, vous attendiez-vous à la multiplication récente de coups d'État, en Afrique francophone en particulier? Oui, tous ces coups d'État ne m'ont pas étonné. Parce que le monde change, Marwan.
le monde change. Je suis un gaulo-gaulien, moi. Il y a une phrase dans la doctrine du général, c'est de s'adapter au mouvement général du monde. Et les chefs d'État africains ne se sont pas adaptés au mouvement général du monde. Comme nous autres, en France, nous ne nous sommes pas adaptés au mouvement général du monde. C'est pour cela que je dis haut et fort que c'est la fin, en France, d'un certain monde, d'un certain temps des relations franco-africaines. Il faut tourner le dos à la France-Afrique, aux axiomes qui ont guidé notre politique. Et les pouvoirs civils en Afrique de l'Ouest n'ont pas suivi le mouvement. Et qui d'autre que les militaires pouvait faire le changement dans ces pays? Ma foi, pourquoi leur jeter la pierre à ces régimes militaires? Ils réussissent tant bien que mal. Ils ne supportent plus les donneurs de leçons, ils ne supportent plus l'arrogance. Mais enfin, où sont les intermédiaires? Où sont les relais? Où sont-ils? Il n'y en a plus. Il n'y a plus en France un gars capable de dire « je vais aller voir le militaire qui gouverne la Guinée ». Il n'y a plus un militaire, une personnalité politique française capable de se lever et de dire « je vais aller discuter avec le Malien ». Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi est-ce qu'un Robert Bourgi, pardonnez-moi de parler de moi, et je suis en droit de parler de moi. Moi, je pars de Dakar à Kinshasa, je fais tous les relais, militaires ou pas, on m'ouvre la porte. J'ai faim, on me donne à manger. J'ai soif, on me donne à boire. Vos détracteurs vous reprochent d'être un opportuniste, un intrigant, un affabulateur, plus intéressé par l'argent que par les idéaux politiques. Que leur répondez-vous? Je leur dis ceci, d'aller voir mon casier judiciaire, qu'ils trouvent simplement une garde à vue, une perquisition, un passage chez un juge d'instruction. Il y a un trait de caractère qui est assez marquant dans vos mémoires, et pour ceux qui vous connaissent, vous êtes assez susceptible. Vous snobez ou vous tenir à bout de gaffes vaut parfois des représailles massives de votre part. François Fillon, Dov Zera, Ali Bongo peuvent en témoigner. J'ai aimé François Fillon. J'ai aimé de manière noble François Fillon, que j'ai fréquenté et côtoyé pendant 40 ans. Il est ce qu'il est, mais moi je suis fait de chair et de sang. Et je ne pardonne pas l'ingratitude. J'ai été aux côtés de François Fillon toutes les semaines, tous les jours. Là où il était, j'étais présent. Je ne lui ai jamais demandé un service. J'ai toujours été proche de lui. Et du jour où il a été candidat de la droite à la présidentielle, il a oublié le numéro de Bourgi, il a oublié mon cabinet, il a oublié 40 années. Et je lui ai envoyé message sur message, Marouane. Message sur message auquel il répondait immédiatement. Pas de réponse. 1 mois, 2 mois. Et ça commençait à monter en moi. La suite, tout le monde la connaît. Ali Bongo. Même les Martiens, s'il y en a, savent que sans Sarkozy, et sans Bourgi, et sans Guéant, il n'aurait pas été au pouvoir en 2009. C'est tout. Et Ali a été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et je voudrais quand même, puisque j'ai la chance d'être en face de vous, rappeler une conversation que nous avons eue sous l'autorité de Papa Omar, à l'époque au 5e étage. Il y avait Papa Omar, Pascaline, son totem, Ali et moi. Et il avait dit, voilà les enfants, Robert, c'est votre aîné. C'est le chef de la fratrie. Ne l'oubliez jamais. Et s'il suit cet entretien, Ali s'en souviendra. Si tant est qu'il ait encore la faculté de comprendre quelque chose.
Robert Bourgi apporte un éclairage sur les liens occultes entre la politique française et certains dirigeants africains, une relation souvent critiquée sous le terme de France-Afrique. Son récit révèle non seulement des pratiques de financement illicite, mais aussi l'influence des présidents français sur la scène politique africaine. Ces révélations soulèvent de nombreuses interrogations sur la moralité et la transparence des relations franco-africaines. Elles mettent en lumière une dépendance mutuelle qui, bien que non officielle, a façonné les décisions politiques des deux côtés. Ces pratiques, si elles sont avérées, remettent en cause les principes démocratiques que la France prétend défendre sur le continent africain. Bourgi lève le voile sur une facette obscure des relations franco-africaines, mettant en exergue des collusions d'intérêts et des ingérences politiques. Il invite à une réflexion profonde sur la nécessité de réformer ces relations en instaurant davantage de transparence et d'éthique. La fin de ces mécanismes informels est essentielle pour construire des partenariats fondés sur le respect mutuel, la souveraineté des États africains et une coopération plus juste.